Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire d'Alliance Commercial. Je suis Delphine Marchesso, la directrice souscription marine et transport d'Alliance Commercial. J'ai le grand plaisir d'ouvrir cette session consacrée au conflit en Iran et à son évolution. Situation sous haute tension avec des répercussions sans précédent sur nos activités maritimes assurées et sur l'approche des risques que vous avez, vous, en tant que professionnels et que nous rencontrons nous aussi. Nous espérons que ce séminaire vous sera pertinent par rapport à vos questions. Nous vous remercions chaleureusement de votre participation et de l'intérêt que vous y portez. J'ai le plaisir d'introduire les participants autour de cette table aujourd'hui. Merci Delphine, bonjour à tous, je suis Xavier Lozac, je suis responsable de la souscription Corps Maritime chez Alliance Commerciale à Paris. Bonjour à tous, je suis Patrick Estrade, responsable de souscription cargo et logistique chez Alliance Commerciale donc à Paris. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Sébastien Benotti, président fondateur du cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques sécuritaires et géopolitiques Grim Partners. Merci beaucoup messieurs. Grâce à l'expertise du cabinet Grim Partners, dans un contexte fortement perturbé, notre objectif de ce jour est de vous proposer un décryptage différenciant. Effectivement, nous aurons en deux temps la possibilité de vous rappeler le contexte grâce à l'analyse très approfondie de Sébastien Benotti et ensuite de venir sur des questions qui nous semblent essentielles par leurs implications, même si les réponses sont difficiles à apporter compte tenu de la grande volatilité de la situation. Ce webinaire va durer 45 minutes et nous aurons le plaisir d'échanger autour de cette table à plusieurs reprises au sujet des points qui nous semblent les plus saillants. Alors, si aujourd'hui, Sébastien, la situation dans le Golfe Persique est connue de notre public, on sait que la navigation y est encore possible. Néanmoins, la sortie du détroit d'Ormuz préoccupe toute l'industrie du shipping, bien entendu pour nous assureurs en termes de risque de guerre, mais également en termes de risque ordinaire, puisque nous sommes sur une zone de navigation sous contrainte, à des risques de congestion. À cela s'ajoute une accumulation extrêmement importante, puisque tous ces navires qui sont aujourd'hui en attente dans le Golfe Persique sont chargés de leurs marchandises. Donc ce risque est aujourd'hui analysé par le département souscription de Patrick à Paris. Effectivement, Xavier, on a tous l'image de ces navires bloqués dans le Golfe Persique, mais ils sont évidemment chargés, que ce soit des porte-conteneurs ou des tankers, de marchandises de différentes et variées et également de pétrole. Au sein du département donc cargo d'Alliance Commercial, donc que je dirige, nous avons une grande autonomie en termes de souscription, que ce soit en risque ordinaire, que ce soit en risque de guerre, donc ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc c'est un souhait du groupe, donc nous avons la possibilité d'apporter une réponse globale. Donc à ce stade, l'ensemble des cotations qui ont été demandées ont été répondues, que ce soit sur Middle East, sur la mer Rouge et également sur le Golfe Persique, et rapide et fluide. Donc c'est tout l'intérêt justement de garder cette souscription sur l'équipe parisienne. Donc cette autonomie est également possible grâce à la collaboration du cabinet Grim Partners, depuis plusieurs années maintenant, qui nous aide justement sur l'analyse qu'il pourra avoir sur certaines destinations, sur certains risques, et donc avec une grande granularité. C'est au cours de différentes formations auprès de l'équipe marine dans son ensemble, que ce soit indemnisation, souscription, prévention, que nous avons trouvé ces sujets passionnants et on a eu l'idée de les diffuser donc, auprès de nos partenaires courtiers et clients. Et donc c'est le deuxième webinaire donc, que l'on fait sur le sujet. Et raison pour laquelle nous nous retrouvons donc aujourd'hui en espérant apporter, comme le disait Delphine, donc un caractère pertinent à toutes les informations dont tout le monde peut avoir accès. Donc c'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Un dernier point que je souhaiterais préciser qui est important, donc, c'est que nous avons la possibilité pour nos clients d'émettre des rapports, donc par l'intermédiaire de Grim Partners très particuliers, sur des expéditions qui nécessiteraient une analyse un peu plus poussée. Donc voilà, c'est des choses que l'on peut faire également, et plus dans un contexte, on va dire, prévention aussi. Donc l'intervenant de ce jour est Sébastien Benotti, qui est président et directeur général du cabinet Grim Partners. Sébastien est diplômé de Sciences Po Paris. Il est titulaire d'un master en affaires internationales et en management international des assurances. Sébastien a travaillé pour le compte d'organisations non gouvernementales, de compagnies de sécurité privée et de compagnies d'assurance, avant de créer donc Grim Partners. Ses missions professionnelles sur les 4 continents lui ont permis de développer un réseau international de premier plan.
En parallèle de son activité de dirigeant, il enseigne depuis plusieurs années la géopolitique, la gestion des risques et la négociation à l'Université de Paris-Sorbonne. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Sébastien, je pense qu'il est peut-être intéressant de rappeler quelques éléments de contexte de manière à pouvoir appréhender le cœur du sujet que nous verrons un petit peu plus tard. Très bien, merci Patrick, merci Xavier, merci Delphine, merci Alliance Commerciale pour l'invitation. Effectivement, on va reprendre un petit peu le contexte, replacer ce qui se passe ces dernières semaines dans un contexte géopolitique un petit peu plus large, avec un petit peu de recul historique. On a un conflit qui là a démarré en tant que guerre ouverte au 28 février. Et qui est en fait l'issue d'une escalade d'un conflit qui lui dure depuis de très nombreuses années entre l'Iran d'une part et ses proxys alliés régionaux et Israël, les États-Unis et leurs alliés d'autre part. Dans le cadre de ces tensions qui s'expriment depuis plusieurs décennies même, la menace sur le transport maritime, les voies d'accès maritime, la logistique pétrogazière, etc. Et donc sur le détroit d'Ormuz en tant que goulot d'étranglement, est une menace qui a longtemps constitué pour l'Iran un puissant et efficace instrument de dissuasion afin de retarder ou d'empêcher, apparemment pas suffisamment, une intervention du type de celle que l'on est en train d'observer ces dernières semaines. Cette dissuasion, malgré tout, a progressivement perdu de son efficacité au cours des 2 dernières décennies, sous l'effet de plusieurs facteurs, dont, premièrement, la réduction progressive de l'importance stratégique de la région du Golfe pour les États-Unis, puisque ces derniers sont moins dépendants sur le plan énergétique des approvisionnements en provenance de cette région qu'ils ne l'étaient il y a 25 ans, pour plusieurs facteurs, notamment la relance de la production de gaz de schiste en interne, mais aussi, et c'est un deuxième point qui rend cette dissuasion moins efficace, la multiplication des zones de production et des zones depuis lesquelles l'offre peut se faire sur le plan pétrolier, sur le plan gazier également. Donc on a une tendance comme ça qui est à la hausse et qui permet le développement de projets énergétiques alternatifs qui rendent un petit peu moins problématique pour certains acteurs, dont les États-Unis essentiellement, mais Israël aussi, le maintien d'une fluidité dans le commerce en provenance du Golfe Persique. L'offensive majeure militaire américaine et israélienne simultanée du 28 février dernier a été lancée dans ce cadre-là et elle a été suivie immédiatement du déclenchement d'opérations iraniennes de représailles qui sont conformes aux menaces et à la stratégie de dissuasion dont nous avons parlé juste avant et qui vont se diriger donc essentiellement contre des cibles dirigées dans le Golfe et les pays riverains. Et la forme que ces représailles peuvent prendre est venue confirmer plusieurs éléments de cette stratégie iranienne. D'abord, que c'est une stratégie qui est basée sur le fait de rendre la guerre trop coûteuse pour ceux qui la déclenchent et pour leurs alliés régionaux. Trop coûteuse aussi pour l'économie globale, ce qui permet à l'Iran de garder un levier de négociation par rapport à des alliances ou en tout cas des partenariats que ce pays peut avoir établis avec d'autres régions, notamment en Asie. Donc à défaut de pouvoir organiser une dissuasion militaire face à des acteurs qui sont bien plus avancés sur ce plan-là que la République islamique d'Iran, le régime iranien a privilégié le fait de, avec des moyens militaires qui lui sont propres, être menaçant plutôt pour les intérêts économiques et logistiques dans la région. Et c'est là qu'on a quelque chose de particulièrement intéressant pour nous, puisque la tendance observée ces dernières années
à la militarisation des enjeux et des routes logistiques. C'est quelque chose qui est tout à fait appliqué par l'Iran dans le cadre de sa stratégie, mais c'est quelque chose aussi qu'on a vu émerger et se développer de manière beaucoup plus importante ces dernières années au niveau global. On sent depuis un certain temps que il ne s'agit plus pour prendre du poids dans un conflit, simplement de s'imposer militairement, d'être mieux équipé, etc., mais surtout d'être capable soit de contrôler, soit d'être disruptif sur des zones stratégiques qui permettent les approvisionnements des chaînes logistiques des différents acteurs. Comme dans le cadre du conflit russo-ukrainien, depuis que la ligne de front s'est figée, et comme dans le cadre de ce qui a été mené par les Houthis en mer Rouge en 2023, 2024, 2025 notamment, les Iraniens ont donc ciblé de façon massive des infrastructures, des installations, moyens de transport dans la région, qui sont des installations souvent civiles et donc moins protégées que les cibles militaires et plus vulnérables. Mais finalement, cette moindre protection, elle ne veut pas forcément dire qu'il s'agisse de cibles moins stratégiques. Donc des ports, les raffineries, les stations de pompage qui permettent le fonctionnement des pipelines, les navires marchands directement, et jusqu'à des data centers, n'importe quel type d'équipements qui vont être utiles dans le cadre de la logistique régionale et internationale, et qui peuvent être utiles à la fois dans le cadre d'activités civiles, mais aussi dans le cadre de l'activité militaire. Il faut bien avoir conscience que les réservoirs de carburant qui se trouvent dans la zone, et ils alimentent aussi bien les navires marchands que des navires qui, eux, sont des bâtiments de guerre, donc qui vont se ravitailler parfois sur les mêmes sites. Et donc, c'est difficile dans un cadre quand un niveau de tension est tel que celui qu'il est actuellement, de différencier totalement ces aspects militaires et civils. C'est quelque chose que l'on observe effectivement de manière générale. Ça s'est beaucoup accéléré avec le conflit russo-ukrainien, et on l'observe depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi, de manière très importante dans la région du Moyen-Orient, du Golfe. Donc cette imbrication un petit peu du civil et du militaire, elle est d'autant plus facile à mettre en place à cibler pour les Iraniens qu'ils le font via des outils qui impliquent un coût limité des attaques en question. On a vu dans la toute première phase de la guerre, dans les premiers jours, fin février, début mars, des tirs assez massifs de drones, de missiles, etc., qui sont destinés, dans la stratégie iranienne qu'on observe depuis 2 ans maintenant, clairement à saturer les programmes de défense antiaérienne, à les tester et à permettre finalement pas forcément de toucher une cible pour chaque projectile, mais de faire en sorte que cette saturation implique que lorsqu'il y a une cible qui est vraiment importante, vraiment identifiée, elle ait plus de chances d'être touchée parce que le système de défense est saturé par ailleurs. Donc ça permet une saturation dans un premier temps, et puis dans un second temps, effectivement, un ciblage peut-être moins récurrent. On le voit aujourd'hui, il y a moins de frappes. Alors même avant le cessez-le-feu, le nombre de frappes diminue. Effectivement, en partie parce que les capacités diminuent en Iran, du fait des frappes américaines et israéliennes sur leur territoire, mais aussi parce que finalement, c'est moins nécessaire de cibler massivement. On peut maintenant directement toucher un navire, une raffinerie, etc., avec un peu moins d'efforts, et notamment avec des moyens qui sont moins coûteux que des missiles balistiques, par exemple, mais simplement des drones qui, eux, sont faciles à produire, faciles à assembler, même à partir d'une logistique un petit peu rendue complexe par le blocage et les contrôles navals. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui perdure. Alors cet élément-là,
ces tendances-là sont renforcées dans la région par les spécificités géographiques régionales et les vulnérabilités régionales. On a une dépendance énorme des États de la zone à la fluidité du trafic maritime et une vulnérabilité qui est issue de la géographie de la zone, hein, avec ces trois points clés, goulot d'étranglement qui entourent au niveau maritime la péninsule arabique, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb entre le Yémen et Djibouti et le détroit d'Ormuz entre Oman et l'Iran. Ces trois points centraux rendent l'ensemble de la péninsule arabique, et notamment les pays producteurs de pétrole et de gaz du Golfe, Qatar, Bahreïn, Koweït, Irak, Arabie Saoudite et Émirats, extrêmement sensibles et vulnérables à un blocage sur l'un des 3 points. Évidemment, lorsque les 3 points sont susceptibles d'être bloqués à des degrés moindres de manière concomitante, on est sur un enjeu quasiment de survie pour ces différents États. Pour recentrer sur la situation actuelle autour de l'Iran, les conséquences immédiates sur le transport, ça a été... Alors, je pars de ça, même si ce n'est pas le plus important à long terme, mais parce que ça a été le plus marquant au départ, ce sont les perturbations aériennes. Avant d'arriver sur le maritime, on va voir que, évidemment, dès lors qu'un certain nombre d'actions sont menées dans l'espace aérien à caractère militaire, des raids avec des avions de chasse, des tirs de missiles qui se multiplient, des salves de drones, on a un espace aérien qui est saturé d'éléments militaires qui empêchent d'avoir un trafic aérien fluide et sécurisé. Et donc, on a eu une fermeture massive des espaces aériens de certains aéroports. L'Iran a sciemment choisi de cibler des aéroports de manière ponctuelle, mais suffisamment évidente pour accélérer cette fermeture des espaces aériens et surtout la rendre suffisamment pérenne, faire en sorte que si jamais il y a une ouverture, elle soit conditionnée, elle soit surveillée, en gros, créer une incertitude pour que les acteurs ne sachent pas vraiment s'ils peuvent y aller, quand, et donc, en fait, ces perturbations-là, quand elles ont eu pour source les frappes américaines et israéliennes, elles auraient pu être courtes et circonscrites. À partir du moment où les Iraniens sont aussi à l'origine de ces perturbations aériennes, évidemment, l'objectif, ce n'est plus le même, c'est vraiment de créer une incertitude qui va empêcher, qui va rendre difficile la recherche d'alternatives à des États qui vont se trouver perturbés par ailleurs pour l'exportation via l'espace maritime. Donc en gros, on rend difficile côté iranien la recherche d'alternatives, de solutions alternatives en termes de transport. Et donc, à la suite de manière concomitante à ces attaques sur l'espace aérien, aéroportuaire, etc., on a effectivement la multiplication des attaques dans l'espace maritime. J'entends par espace maritime quelque chose au sens large, qui inclut le portuaire, évidemment. Donc avec la multiplication des attaques à la fois sur les ports, dans les zones d'ancrage, parfois dans certaines zones, comme le détroit d'Ormuz lui-même, des zones de transit. Et puis une multiplication des discours qui sont menaçants, parfois au-delà de la réalité des attaques, mais qui vient, pareil, renforcer cet élément d'incertitude. En 6 semaines, pour résumer, un peu plus de 6 semaines maintenant, on a une trentaine d'événements de sûreté maritime majeurs qui ont été identifiés et qui concernent des navires de commerce. 50% de ces attaques-là, donc 16 environ, 15-16, ont pu être considérées comme des attaques directes ou des impacts directs sur les navires.
Donc il y a des navires qui sont ciblés, qui sont attaqués, puis il y en a d'autres qui peuvent faire l'objet d'une chute de débris, de projectiles, etc. Dans le reste, on a le reste des incidents de sûreté majeurs, ce sont plutôt des impacts indirects avec des débris ou des projectiles, des explosions qui sont entendues à proximité immédiate de navires et rapportées à l'industrie maritime, aux forces navales, etc. Donc à la fois, c'est beaucoup, surtout quand on est opérateur et quand on est assureur, mais si on remet ça en perspective avec le nombre de navires présents dans la zone, donc dans le Golfe Persique, plusieurs centaines, près de 1000 navires de commerce qu'on a identifiés dans la zone au moment du déclenchement de la guerre. Et puis par rapport même au nombre de transits détroit d'Ormuz qui ont continué à être menés pendant la période, pendant les 6 semaines, on voit que finalement, c'est quand même mesuré. Donc c'est ce qui fait que des opérations continuent à être envisagées et que des assureurs comme vous continuent à envisager aussi éventuellement un accompagnement. Il faut avoir en tête sur les attaques en question, alors qu'elles sont menées essentiellement par des missiles ou des drones. Je parle des attaques contre les navires et les ports. Missiles et drones, quand on parle de drones aériens et de drones navals. Évidemment, les drones navals sont plutôt utilisés au large, donc dans les zones de transit. Parfois, quand on est suffisamment proche de l'Iran, donc par exemple sur la péninsule de Moussandam à Oman, ou aux Émirats Arabes Unis, on peut avoir des attaques qui sont menées avec des drones aériens et navals, y compris dans des zones d'ancrage un peu éloignées des côtes. Mais voilà, donc il y a une multiplicité des moyens d'action, on va dire, pour mener ces attaques. Et puis, il y a aussi une conjonction de ces attaques avec une coordination de ces attaques avec, encore une fois, la menace d'attaque qui, elle, va être parfois plus importante, plus radicale, et parfois même impliquer des types d'actions que l'on n'a pas vu se concrétiser. Je pense notamment à la question des mines. Donc on a des mines navales qui sont déclarées, le détroit a été déclaré comme fermé par l'Iran et éventuellement peut-être miné. Il y a toujours une ambiguïté. Ce qui est sûr, c'est que, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a pas de preuve du fait, on n'a pas retrouvé de mines pour l'instant dans la zone, en tout cas de mines problématiques, dérivantes, dont on sait qu'elles ont été posées récemment, etc. En revanche, les Iraniens ont dit qu'ils allaient le faire, qu'ils pouvaient le faire, et factuellement, ils en ont encore les moyens, malgré les déclarations, notamment américaines, concernant la réduction des capacités opérationnelles de l'Iran. Et il faut savoir que par rapport à ce qu'on estime de l'arsenal iranien en termes de mines disponibles et de capacité à les déployer, en réalité, il suffirait qu'ils déploient 4-5% de leur arsenal pour bloquer de manière totale le passage des navires, parce que l'existence de la menace est suffisante et il n'y a pas forcément besoin toujours qu'il y ait un incident pour que les opérateurs décident d'arrêter d'utiliser la voie de navigation. Donc à ça s'ajoutent aussi des perturbations électroniques majeures dans la zone, notamment avec des falsifications de signaux GPS, AIS, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui augmente d'autant plus qu'on se rapproche du détroit, mais c'est quelque chose qui concerne quand même une partie importante du Golfe Persique, mais aussi du Golfe d'Oman, et qu'on retrouve même autour de la péninsule arabique jusqu'en mer Rouge ou en Méditerranée orientale. Ces perturbations, elles sont à l'origine effectivement de possibles incidents qui peuvent relever à la fois du risque de guerre et du risque ordinaire, puisque des difficultés de navigation et plus de risques aussi de collision, de mauvaise interprétation par les équipages. Et puis voilà pour l'aspect un petit peu opérationnel. Je termine en indiquant du coup que on est dans une phase nouvelle de ce conflit, avec un cessez-le-feu qui a été annoncé dans la nuit du 7 au 8 avril par les États-Unis. D'ailleurs, il est important de noter qu'il a été annoncé par les États-Unis et qu'il a été
accepté officiellement par les Iraniens, mais pas annoncé par les Iraniens, ni particulièrement validé en tant que tel, et que c'est un cessez-le-feu qui a d'abord été indiqué comme étant provisoire, avec une durée limitée, courte, 15 jours. On a déjà dépassé la moitié de cette période. Et après 50% de cette période écoulée, on remarque que des violations ont été dénoncées, qu'il y a peu d'avancées dans les négociations, et donc on est plutôt dans une situation de statu quo. Les conditions de part et d'autre associées à l'application de ce cessez-le-feu, étant globalement jugées inacceptables par l'une et l'autre des parties. Merci Sébastien pour cette vision d'ensemble. Alors depuis le cessez-le-feu, nous sentons encore plus que le détroit d'Ormuz reste le point clé dans cette crise qui dure depuis un peu plus de 6 semaines. Pourrais-tu un petit peu nous éclairer sur les facteurs de risque spécifiques qui seraient liés à notamment ce potentiel minage de la zone de navigation principale qui se situe entre Oman et l'Iran et la demande des Iraniens de créer deux nouvelles routes de navigation beaucoup plus au nord dans le détroit qui amèneraient les navires à longer leurs côtes et à entrer dans les eaux territoriales iraniennes? Oui, en effet, le détroit d'Ormuz, c'est le point qui concentre le gros des discussions et négociations opérationnelles en cours. C'est là que s'est concentré même le discours des belligérants assez vite. On a, dès le 3 ou 4e jour du conflit, Donald Trump a annoncé alors, d'abord, dès le premier jour du conflit, les Iraniens ont annoncé la fermeture du détroit. Avant de nuancer ça en indiquant progressivement que cette fermeture, en réalité, n'était pas totale et que la navigation pouvait se poursuivre sous certaines conditions imposées par eux. On verra lesquelles rapidement. Dans le même temps, l'administration américaine, le président Donald Trump, a assez rapidement communiqué sur l'intention de maintenir la voie ouverte et a enjoint les différents acteurs et opérateurs maritimes à continuer à utiliser cette voie-là. Évidemment, ni l'Iran ni les États-Unis sont les décisionnaires finaux sur cet aspect-là. Ce sont les opérateurs qui vont décider ou non de passer. Et ça va dépendre de leur perception de la menace et de leur capacité à trouver un soutien, notamment auprès des assureurs, etc., pour faire face aux risques auxquels ils peuvent être confrontés dans la zone. On a parlé des perturbations électroniques qui rendent cette navigation compliquée. Il faut savoir que le détroit, donc c'est un espace très resserré, quelques dizaines de kilomètres au maximum, et dans lequel la navigation n'est pas possible sur l'ensemble du détroit pour tout type de navire. Les navires qui vont charger dans le golfe Persique, notamment les très gros tankers, sont des navires de grande taille avec un fort tirant d'eau qui ont pour particularité d'être moyennement maniables. Et donc là, on est dans une zone où, une fois qu'on s'engage pour un passage, un demi-tour n'est pas forcément évident. Le fait que ce soit resserré fait que le risque de collision, la difficulté à trouver une assistance en cas d'incident, etc., peut être importante. Et puis surtout, on est dans une zone où l'Iran peut mettre facilement à exécution ces menaces, puisque la proximité géographique rend la zone facile à cibler pour les Iraniens qui, malgré, encore une fois, les frappes assez impactantes sur leurs forces navales et leurs forces militaires en général, maintiennent cette possibilité de lancer des actions contre cette zone-là et surtout conservent un contrôle de la zone. On sait qu'il y a eu beaucoup de répétition du fait que les États-Unis avaient réussi à éliminer la menace iranienne au début du conflit. On a vu qu'en dehors du discours, dans les faits, les Iraniens continuent d'exercer ce contrôle-là, non seulement depuis la terre, mais aussi dans les eaux, où des navires de petite taille en général ont accompagné un certain nombre de navires souhaitant passer le détroit via des routes de navigation imposées et nouvelles qui
implique forcément un passage par les eaux territoriales iraniennes. Alors ce passage, et il est notamment, on le voit sur la carte ici, donc le passage en vert, ce sont les routes traditionnelles utilisées par les opérateurs maritimes. Les injonctions iraniennes ont forcé les navires pendant le mois de mars qui voulaient passer le détroit à circuler en faisant une étape entre les îles de Keshm et de Larak, qui sont les deux îles qui sont soulignées en rouge sur la carte de gauche. Et donc ce passage entre les îles implique forcément une proximité immédiate avec les forces iraniennes, les autorités iraniennes, et même un contact, une coordination. Ne serait-ce que pour la navigation, on est dans des eaux qui sont encore moins profondes que les eaux du détroit. On est obligé de naviguer à une vitesse qui est très réduite. Au compte-gouttes, on ne peut pas faire passer beaucoup de navires en même temps, surtout pas dans les deux sens, etc. Et donc tout ça, en gros, ces routes-là obligent à un accompagnement de la part des Iraniens, qu'ils ont démontré être en mesure de continuer à apporter malgré les dommages infligés par la Navy américaine. Au-delà de cette route, parmi les autres éléments de conditionnalité mis par l'Iran en vue de passer par ce détroit, il y a évidemment une condition de nationalité. Tous les navires qui sont directement ou indirectement considérés par les Iraniens comme liés aux États-Unis ou à Israël sont dans tous les cas interdits de passage, quelle que soit la route. On a une transmission de documents qui a été rendue obligatoire progressivement. Ça a mis un peu de temps, mais progressivement, on a commencé à comprendre quelles étaient les revendications permanentes de l'Iran. Et il demande de transmettre des documents, des informations, parmi lesquelles des informations qui peuvent rendre l'activité de l'opérateur lié aux États-Unis sans même que lui en soit très très conscient. Parce qu'il y a des navires qui n'ont avoir ni pavillon ni ownership américain, mais qui par ailleurs ont un assureur P&I qui est le American Club ou n'importe quel P&I ou assureur lié aux États-Unis. Ils peuvent avoir un historique de leur AIS et de leur route de navigation qui montre qu'ils ont été en relation soit avec le territoire américain ou israélien, soit avec d'autres navires qui, eux, sont considérés comme liés aux États-Unis. On sait que la zone du Golfe Persique est une zone où il y a pas mal d'activités traditionnellement de ship-to-ship aussi. Et donc, un navire qui serait identifié par les Iraniens comme ayant participé à une opération de ship-to-ship avec un navire, lui, lié aux intérêts américains, pourrait être considéré comme indirectement une cible, même si ça n'est pas, lui, le navire américain en tant que tel. Donc ça, c'est des éléments à avoir en tête dans l'identification du risque, et ça oblige forcément les opérateurs et leurs soutiens à se renseigner avec beaucoup de précision sur chacune des opérations menées. Évidemment, ce qui va compter aussi, c'est la marchandise à bord du navire, le type de marchandise, et ça va jouer aussi bien pour les transits inbound que outbound. On est sur une étude nécessaire du type de marchandise, de la provenance et de la destination annoncée pour ces marchandises, et parfois évidemment en fonction du type de navire et d'opération, on sait qu'il peut y avoir des marchandises, vous pouvez être engagé sur une opération pour des marchandises qui n'ont rien à voir avec les acteurs problématiques, mais un conteneur plus loin sur le navire, lui, l'est, et ça suffira. Les Iraniens n'ont besoin d'identifier qu'un intérêt à bord du navire pour le prendre pour cible. C'est quelque chose là-dessus sur lequel on a la possibilité d'avoir un peu de recul malgré l'aspect récent de ce conflit, de la guerre vraiment en cours, parce que les fonctionnements en termes de ciblage se rapprochent un petit peu de ce qu'on avait pu observer avec les Houthis en mer Rouge en 2024-2025, même si les moyens sont un peu différents, la situation aussi. Mais voilà, on a repéré à l'époque un certain nombre d'éléments aussi sur le fait que parfois les acteurs menaçants, en l'occurrence ici l'Iran,
peuvent se baser, comme les Houthis le faisaient, sur des bases de données qui sont un petit peu caduques, qui sont dépassées. Et donc, il ne s'agit pas de regarder simplement si aujourd'hui le navire n'a pas de lien, mais remonter un petit peu dans le temps, essayer de comprendre l'architecture commerciale et financière qu'il y a autour des navires et des marchandises en question. Au-delà de ce qui s'est passé sur la période de la menace iranienne en tant que telle, on voit que finalement les États-Unis, ne parvenant pas à empêcher les opérateurs de finalement privilégier les routes iraniennes, y compris lorsque ces routes-là sont jugées dangereuses et payantes, puisqu'on a vu aussi la mise en place d'un péage, alors qu'il n'est pas systématique, qui est pareil, qui ne s'applique pas aux différents acteurs de la même manière en fonction de leur destination, des moyens de paiement qui sont sélectionnés, du type de navire, plutôt pétrolier, plutôt porte-conteneurs, etc. N'empêche que c'est quelque chose qui a été mis en place et que les Iraniens ont réussi à faire fonctionner pendant quelques semaines. Face à ça, les États-Unis ont décrété à leur tour, et c'est très récent, l'ont décidé ce week-end et c'est rentré en vigueur lundi, un blocus du détroit. Au départ, pareil, un petit peu comme l'Iran, il y a eu une déclaration un petit peu exagérée sur l'étendue de ce blocus, avec l'annonce d'un blocus total, plus aucun navire ne rentre ne sort. La déclaration préalable par Donald Trump, et puis ensuite des éléments un petit peu plus officiels, plus cohérents sur le plan administratif, avec une restriction quand même de ce blocus à notamment un blocus des navires qui se dirigent ou vont dans les ports iraniens et commercent avec l'Iran. Tout ça crée un contexte dans lequel, de toute façon, les uns interdisent une partie du trafic, les autres interdisent l'autre partie. Cette semaine, a priori, d'un point de vue purement menace, tout est menacé. Si on regarde ensuite ce qui se passe au niveau vraiment opérationnel, on voit que malgré cette menace générale, il continue à y avoir du trafic. Alors, aujourd'hui, on estime à entre 330 et 350 navires qui ont passé le détroit, malgré les restrictions sur l'ensemble de la période. Évidemment, plus à partir de la mi-mars. Les 15 premiers jours ont été particulièrement restreints. Depuis la mi-mars, on a parfois une 10-15aine de navires par jour qui vont entrer, parfois dans les deux sens. Soit, et c'est la majorité des cas, en passant via les routes approuvées par l'Iran et en respectant les conditions iraniennes, soit pour quelques cas plus isolés, en essayant de passer malgré tout sans l'accord de l'Iran et en prenant des risques liés à l'effacement du tracking AIS, à la communication falsifiée avec les différentes autorités, etc. Ça a pu fonctionner aussi au cas par cas. Évidemment, c'est difficile de communiquer, et notamment de communiquer en amont sur ce genre de transit, et donc d'offrir un accompagnement financier ou assurantiel. On remarque aussi ça de façon croissante, même si on le remarquait déjà depuis fin mars, on l'a remarqué de façon croissante depuis l'annonce du blocus par les États-Unis, une présence chinoise dans la zone. Pas militaire, mais dont on connaît le lien avec les pratiques militaires de ces dernières années en Chine, et notamment en mer de Chine méridionale. On a vu une activité particulièrement importante des flottes de pêche iraniennes au large de l'Iran, dans les eaux territoriales iraniennes et proches de ces eaux, qui sont les zones dans lesquelles les navires passent lorsqu'ils respectent les injonctions d'itinéraire iraniennes. Et donc cette présence chinoise, elle montre que, en plus des déclarations chinoises sur le fait que il n'y avait pas de reconnaissance de ce blocus par la Chine et que eux, ils ne pouvaient pas, qu'ils allaient poursuivre leur relation commerciale avec l'Iran. Alors je parle de la Chine, d'autres acteurs l'ont fait, mais les Chinois sont les plus marquants puisque la grande majorité des opérations qui étaient menées depuis l'Iran
dans la période via le détroit ont été à destination de la Chine. Évidemment, il y a eu quelques autres accords qui ont été menés, qui ont permis le passage de navires à d'autres destinations, Thaïlande, Inde, etc. Mais la Chine concentre la grande majorité. On remarque, et c'est un peu mon dernier point là-dessus aussi, que parmi les passages effectifs des navires dans la zone qui ont finalement pu être menés à bien, des dizaines de navires, une majorité de navires d'ailleurs, sont des navires qui sont soit associés directement effectivement à un commerce avec l'Iran, soit qui appartiennent à des flottes qu'on peut considérer comme des flottes fantômes, du fait soit qu'elle soit sous sanction, la flotte ou le navire est sanctionné par les États-Unis ou d'autres émetteurs de sanctions internationaux, soit parce que ils vont naviguer, ils vont falsifier leur identité, leur activité, naviguer sous faux pavillon, fausse identité. On a vu passer des navires, on a vu des navires passer dans la zone via des outils de tracking qui étaient en réalité des navires qui n'étaient pas du tout dans la zone, et puis à l'inverse, des navires qui sont dans la zone apparaissent très loin, et donc on voit que cette falsification permet des choses, mais évidemment ça implique un risque de navigation qui est particulièrement élevé et qui va impacter aussi bien les navires en cas de sinistre que les marchandises à bord. Voilà pour l'état des lieux un petit peu sur le détroit. Merci beaucoup Sébastien pour cette immersion très détaillée dans la zone de conflit et particulièrement cet éclairage sur les parties prenantes. À mon tour de vous poser une question qui est plus une préoccupation en tant qu'assureur, qui a été relayée ces derniers jours dans les grands médias. Nos navires, nos marchandises transportées sont avant toute autre chose en ce moment dans le détroit d'Ormuz et dans la zone au plus large par les équipages. Donc je fais référence à la modification du risque humain en fait en cas de conflit. Nous avons entendu récemment que depuis le 28 février, 20 000 marins seraient coincés à bord dans des conditions qui tendent à se dégrader, dont 50 Français, si j'ai bien retenu ce chiffre. Un armateur français disait récemment que le passage du détroit ne se fait que sur la base du volontariat. Des rotations sont en cours, des acheminements de vivres via les pays du Golfe Persique aussi. Ça reste néanmoins en fait une situation extrêmement dégradée. Que pouvons-nous en dire de plus ? En effet, un des éléments à rappeler, c'est que, alors évidemment, lorsqu'il s'agit d'un armateur français qui fait particulièrement attention à ses équipes et à ses membres d'équipage, ça peut paraître normal et évident, mais il est quand même intéressant de rappeler que la grande majorité quand même des navires qui passent ou qui tentent un passage du détroit d'Ormuz depuis plusieurs semaines, le font finalement effectivement sur la base d'un volontariat des personnes à bord. Alors, est-ce que toutes les personnes à bord sont volontaires ? C'est difficile de le savoir, notamment quand on est dans des flottes qui sont managées dans des pays qui sont moins regardants sur le droit social, etc. Mais il faut quand même rappeler l'importance et le caractère définitif de la décision du capitaine du navire. Peu importe la possibilité de mettre en place ou non une couverture assurantielle, peu importe l'injonction d'une force locale, navale, iranienne, américaine, etc., si un capitaine de navire considère que le risque est trop grand, il n'ira pas. Il n'emmènera pas son navire. Et donc, l'aspect factuel, effectif de la fermeture du détroit est finalement beaucoup lié à l'évaluation de l'impossibilité de passer en sécurité par les personnels navigants en tant que tels. Donc, certes, ils sont bloqués, mais de toute façon, ils n'ont pas forcément envie de repartir avec leur navire en empruntant cette route. Évidemment, certains ont pu, et notamment les membres d'équipage un petit peu moins haut placés dans la chaîne de décision, ont pu exprimer un souhait d'être relevés plus rapidement que prévu. Voilà. Alors c'est quelque chose qui a pu se faire, mais qui a été confronté aux difficultés
auxquels ont été confrontés l'ensemble des opérateurs et des acteurs présents dans la zone, notamment sur la première phase du conflit, du fait des perturbations aériennes et de l'impossibilité d'évacuer du personnel et d'en ramener de nouveau. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de personnes qui sont restées beaucoup plus longtemps que prévu sur la zone, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il faut rappeler, pour comprendre un petit peu l'appréhension que peut être celle des membres d'équipage, qu'effectivement, il y a des conséquences humaines des attaques qui sont menées, qui sont réelles, qui sont fatales. On compte une dix douzaines de morts ou disparus confirmés qui sont des travailleurs maritimes, essentiellement des membres d'équipage de navires qui ont été victimes de l'attaque de leur navire. Et puis on a au moins un travailleur portuaire au Bahreïn qui est décédé aussi dans le cadre d'une attaque sur la zone. Et puis, au-delà de ces morts et disparus, on a plusieurs dizaines de blessés parmi les membres d'équipage de navires, des travailleurs portuaires, des travailleurs offshore sur des plateformes, etc. Donc ça, effectivement, c'est un impact qui est évident, qui n'a pas été au cœur du traitement médiatique au début, mais qui, avec la prolongation de la situation, va apparaître de manière plus évidente. Il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes liés à la disponibilité du transport aérien pour relever ces équipages, mais il y a aussi des problèmes administratifs qui commencent à émerger liés à la difficulté de fournir des visas, en tout cas une situation administrative claire à ces membres d'équipage. Évidemment, en premier lieu en Iran, pour ceux qui sont bloqués en Iran ou dans les eaux iraniennes. Et puis pour les autres aussi, on a vu quand même en fait, la situation a impliqué un certain nombre de difficultés administratives dans des pays qui parfois ont déjà des difficultés structurelles. Et donc ça s'est renforcé. On l'a notamment pas mal vu en Irak, où parfois il y a des rotations qui auraient pu être effectuées et qui ont été ralenties ou rendues impossibles par les difficultés administratives liées à ces questions-là. Donc effectivement, l'enjeu des équipages est quelque chose d'important. Merci Sébastien. Donc au-delà du blocage qui a été décrit, nous observons, nous, en tant que professionnels de l'assurance, donc assureurs, courtiers, l'emprunt de différentes autres routes, parce qu'il faut bien que l'économie continue et que le commerce puisse se poursuivre. Et on voit qu'il y a utilisation d'autres ports qui étaient peut-être un peu moins avant. Nous, ce qu'on observe peut-être plus sur une partie plus conteneur, donc l'utilisation de Jeddah, donc où on a beaucoup de demandes par rapport à ce port-là. Côté pétrole, on a plus le côté Fujairah, donc avec une augmentation et forcément du risque également. On a observé certaines attaques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur un état, en fait, au niveau de ces différents ports qui seraient utilisés, un état de risque éventuellement, s'il y a la possibilité de le faire, sans oublier la mer Rouge, évidemment, donc qui est un collatéral. Notamment, dernièrement, on voit très bien qu'il y a une menace de fermeture qui est prononcée par l'Iran sur le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, est-ce que tu peux, sur ce point, nous éclairer un petit peu ? Ok. Ce qui est important, d'abord, c'est de rappeler que pendant la phase de conflit ouvert, les ports, un nombre très important de ports situés sur le golfe Persique et jusqu'en mer d'Arabie, si on prend les ports omanais, ont été victimes d'attaques directes, c'est-à-dire ils ont été directement ciblés, avec un focus un petit peu plus important sur des ports qui abritent des installations pétrolières ou gazières, mais qui n'est pas un focus exclusif du tout, puisqu'on a eu des attaques quand même assez importantes sur le port de Jebel Ali, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, ou sur le terminal à conteneurs de Salalah à Oman, qui montre que les outils logistiques que sont les ports sont ciblés au-delà des seuls intérêts pétroliers. Quelque chose là-dessus qui peut permettre de comprendre, et je reviens un peu au contexte, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais l'Iran a tendance à sélectionner ses cibles en fonction d'une logique œil pour œil, dent pour dent. Autrement dit, si
sont ciblés chez eux des infrastructures qui servent à l'exportation de tel ou tel type de marchandises, plutôt gazières, plutôt conteneurs, etc., il va y avoir un ciblage de leur côté un peu en miroir, réciproque, là où ils peuvent le faire. Évidemment, ils ne peuvent pas le faire, encore une fois, aux États-Unis ou plus difficilement en Israël, mais du coup, ils vont le faire sur l'ensemble des ports de la région qui sont accessibles. Ça a impliqué effectivement des perturbations au niveau portuaire dans l'ensemble des ports du Golfe Persique, mais qui ont été des perturbations qui, si on prend un peu de recul aujourd'hui après 6 semaines, peuvent être considérées comme relativement modérées. La plupart des installations portuaires ont continué à fonctionner dans des conditions parfois normales, parfois avec un renforcement du niveau de sécurité, ISPS par exemple, mais rarement extrême et rarement, pour les plus grands ports, rarement étendu à l'ensemble des terminaux. Donc on a une continuité d'activité qui a quand même pu être observée, mais dans des conditions différentes, et puis surtout avec des ports qui ont vu une partie de leur activité être un petit peu réorientée. Alors pour ce qui est du pétrolier, du gazier, notamment, en tout cas des hydrocarbures, on avait déjà anticipé depuis plusieurs années, voire des décennies, ce blocage-là en construisant des infrastructures qui permettent d'aller vers des ports d'exportation qui sont des voies d'évitement du détroit d'Ormuz. Donc l'oléoduc Est-Ouest d'Arabie Saoudite qui permet d'exporter le pétrole qui est produit essentiellement dans la région du Golfe via la mer Rouge et qui arrive à Yanbu, cet oléoduc. Et puis le pipeline d'Abu Dhabi qui relie les zones productrices des Émirats Arabes Unis à Fujairah qui permet une exportation directement via le Golfe d'Oman. Alors en fait, encore une fois, à partir du moment où l'objectif de l'Iran, c'est d'être disruptif sur ses exportations, ils connaissent aussi bien que nous, voire bien mieux, ces solutions alternatives. Et donc, là où on a vu des attaques menées par l'Iran en dehors du Golfe Persique, c'est essentiellement sur ces zones qui sont des zones des alternatives, on va dire. Donc Yanbu a été attaqué. Les installations qui font fonctionner le pipeline ont été attaquées, encore récemment, y compris après l'annonce du cessez-le-feu. Et puis la zone de Fujairah a été particulièrement ciblée, et d'ailleurs elle n'est pas ciblée que depuis le mois de mars. Il faut se rappeler que Fujairah, c'est la zone d'ancrage au large de Fujairah, c'est la première qui a été victime sur les 15 dernières années d'une attaque de navires attribuable probablement à l'Iran, même si ça n'a jamais été revendiqué, en 2019. Donc depuis 2019, Fujairah est de manière directe ciblé par des attaques. Évidemment, dans la période actuelle, ce port l'est encore plus. Ce qu'on remarque en plus sur Fujairah, c'est qu'au-delà de la question du pipeline et donc des exportations pétrolières, c'est une zone aussi, Khorfakan, Fujairah, qui a été vers laquelle a été particulièrement réorientée la question du trafic, y compris des conteneurs. Et ça, voilà, ça implique un certain nombre de problématiques nouvelles. Et de toute façon, ce qui se passe à terre est ciblable. Il y a une possibilité de ciblage également de la part des Iraniens. Mais surtout, on voit que pour pouvoir décongestionner les ports, Jebel Ali, etc., qui sont moins utilisables, on a une augmentation très forte de l'activité au sein des Émirats, ou entre les Émirats et Oman, ou entre les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite ou Oman. Et cela se fait avec parfois une facilitation, une accélération des processus administratifs, notamment des process douaniers, qui peuvent avoir un impact important en termes de risque de fraude, de risque
misappropriation, ce genre de risques qui peuvent être associés à vos polices. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. C'est une évolution qu'on voit et ça va jouer aussi bien à Fujairah qu'à Jeddah, etc. Alors Jeddah en tant que tel n'a pas fait l'objet d'attaque pour l'instant, mais évidemment à partir du moment où ça serait identifié comme un point clé de l'alternative au détroit d'Ormuz, rien n'empêche que les Iraniens le ciblent et ils ont montré en attaquant Yanbu qu'ils en ont les moyens. Ils en ont les moyens en direct, ils en conservent les moyens et ils en ont les moyens via des proxys qui restent potentiellement actifs, notamment les outils du Yémen. Alors peut-être en guise de conclusion, parce que notre webinaire arrive à sa fin, et sans boule de cristal, est-ce que tu aurais quelques éléments à nous donner sur les scénarios possibles ? Alors effectivement, c'est très difficile de faire de la prospection notamment avec des acteurs majeurs comme Donald Trump qui sont aux manettes et dont on sait qu'ils aiment créer de l'incertitude. Malgré tout, on peut identifier d'abord deux scénarios extrêmes, positif et négatif. Scénario extrêmement positif, ce serait un déblocage, des négociations qui reprennent et qui avancent suffisamment pour permettre une ouverture à relativement court terme du détroit et une reprise des activités normales. Même dans ce cadre-là, même dans cette éventualité très positive, il faut quand même avoir en tête que la situation ne va pas être normalisé avant de nombreuses semaines. Pourquoi ? Parce que les retards qui ont été pris et la complexité logistique autour de la sortie de tous les navires qui se sont trouvés dans la zone pendant aussi longtemps fait que forcément il va y avoir un certain nombre de... Et puis il y aura une incertitude qui restera sur le fait que ça peut repartir. Donc dans tous les cas, ça sera beaucoup plus lent. Pour revenir au niveau de 130, 140 navires par jour qui passent le détroit, il y en aura forcément, même dans un scénario très positif, pour plusieurs semaines, voire mois. L'autre scénario extrême, c'est un scénario très négatif avec une reprise, une intensification, une nouvelle escalade militaire. C'est un scénario qui reste probable et avec une implication croissante des pays du Golfe. On a vu que sur la dernière phase, juste avant le cessez-le-feu, il commençait à y avoir des réflexions côté saoudien, côté émirati, pour rejoindre au niveau opérationnel l'action militaire américaine, parce que les dommages subis sur leur propre territoire et sur leur économie sont tels qu'à un moment, ils vont se trouver peut-être forcés à réagir aussi. Donc ça créerait une internationalisation, au moins au niveau régional, du conflit. Et puis les scénarios les plus, à mon avis, probables à ce stade sont des scénarios intermédiaires dans lesquels on va avoir un maintien de la situation de blocage avec des négociations qui vont quand même avoir lieu de manière plus ou moins spectaculaire. Elles ont été très spectaculaires il y a une semaine, mais l'échec l'a été aussi. Il est assez probable que en fait, l'échec soit moins un échec que la façon dont il a été mis en œuvre, puisque, a priori, on parle déjà de discussion, donc c'est-à-dire que les canaux sont ouverts, et donc il va y avoir des discussions, mais ça crée une situation dans laquelle, en fait, la navigation dans la zone risque d'être de plus en plus complexe, de plus en plus sujette à une étude particulière, parce que dépendant des accords qui sont en train d'être établis et qu'on va voir émerger progressivement, avec une grande difficulté à identifier quelles sont les conditions pour passer mises par les uns et par les autres. Dernier point très important, l'annonce du blocus par les Américains et la façon dont ils indiquent qu'ils vont le mettre en œuvre se précise. On voit qu'il y a une intention affirmée par les États-Unis de potentiellement poursuivre les navires qui seraient passés par le détroit une fois en dehors de la zone. Donc ça élargit largement le niveau de risque. C'est pas parce qu'on est passé qu'après on est tranquille. On l'a vu sur le cas vénézuélien, un navire a voulu passer le blocus, ils sont allés l'intercepter au large de l'Islande. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se multiplier. Évidemment, si ça se multiplie, si ça se passe, si les Américains effectivement détiennent des navires, arrêtent des navires qui passent le blocus tel qu'ils l'ont établi, des actions en miroir deviendront plus probables côté iranien, avec une capacité à les mettre en œuvre bien plus grande à partir du moment où une grande partie des navires passent chez eux. Voilà. Merci beaucoup Sébastien pour cet échange passionnant.
Nous te remercions d'être adapté à la dernière minute, compte tenu de cette actualité, encore une fois, à rebondissement. Évidemment, quand on avait programmé ce séminaire, nous n'en étions pas à ce stade de l'actualité. Nous arrivons à la fin de cet échange. Pour conclure, la crise actuelle démontre à quel point nos avoirs maritimes sont mis en danger au niveau sécuritaire et nous impose une gestion dynamique des risques de la souscription. C'est pourquoi Allianz Commercial est depuis le début de la crise, malgré la complexité, les enjeux, les parties prenantes différentes, nous nous sommes adaptés pour accompagner nos clients, nos courtiers, spécifiquement pour les couvertures risque de guerre, en prenant des décisions informées, grâce encore une fois à l'expertise de nos partenaires et en proposant des solutions sur mesure. Aujourd'hui, vous étiez environ 200, vous êtes connectés. Nous vous remercions sincèrement au nom de toute l'équipe pour votre intérêt, pour votre confiance. J'en profite également pour remercier tous les participants à la logistique derrière ce séminaire, donc l'équipe distribution d'Allianz Commercial, particulièrement Catherine, Pierre, nos alternants étudiants en souscription marine, Lydia et Antoine, et toute l'équipe souscription et sinistre marine qui ont contribué grâce à leurs différents contacts et conseils. Merci à tous, bonne journée, au revoir.